4e victime du coronavirus et plus de 200 cas recensés en France. Alors comment contenir l'épidémie? C'est la mission des médecins de Santé publique France. Avec vous en ligne pour en parler, Nathalie Alexandra Maille, épidémiologiste à Santé publique France. Bonsoir Alexandra Maille. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Avant de zoomer dans une petite seconde sur votre unité précisément, je voudrais qu'on revienne sur ce 4e décès aujourd'hui en France dans le Morbihan, sur 204 cas confirmés de contamination. Désormais, c'est 13 cas de plus qu'hier, lundi. Comment qualifiez-vous ce rythme de progression ? Alors ce rythme de progression, il correspond à deux situations différentes. La situation en France est hétérogène. Il y a des régions et départements dans lesquels la circulation est pour le moment très limitée, la progression très lente. Et puis il y a quelques foyers un peu plus intenses qui sont responsables de la progression observée, dans lesquels le virus semble se répandre de manière plus rapide. La victime est un homme de 92 ans. On voit que les personnes qui décèdent du coronavirus restent majoritairement des personnes vulnérables, septuagénaires ou octogénaires. Il reste la population à risque ou aujourd'hui il n'y a plus vraiment de règles ? Alors, on sait évidemment des choses limitées sur ce virus qui est nouveau et dont c'est la première circulation dans la population humaine. Ce qu'on sait, c'est que d'une façon générale, les personnes âgées font partie des individus qui sont les plus vulnérables aux infections et ils n'échappent malheureusement pas à cette règle dans le cas du coronavirus où on voit qu'une majorité des formes graves et des décès surviennent effectivement chez des sujets âgés. Alors zoomons maintenant sur votre unité au sein de l'Agence Santé publique France à Saint-Maurice, c'est dans le Val-de-Marne précisément. Vous êtes avec une dizaine d'épidémiologistes pour chaque cas positif au coronavirus. Finalement, des enquêteurs, vous menez l'enquête. En quoi cela consiste exactement ? Alors, les enquêtes que nous menons, nous les appelons des investigations. Ouais. Et en fait, elles ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est de retrouver les personnes qui ont eu un contact étroit avec des cas confirmés, donc qui ont pu être contaminées à l'occasion de ces contacts. Et ces personnes sont placées sous surveillance, qui peut être une autosurveillance ou une surveillance active avec des appels quotidiens en fonction de leur niveau de proximité avec le cas et donc du risque qu'elles aient été infectées. Donc ça se passe par téléphone, vous leur demandez pas de se déplacer? Ça se passe par téléphone. D'accord. On leur demande surtout pas de se déplacer, puisque pour les plus à risque, il est même recommandé qu'ils restent autant que possible chez eux, qu'ils n'aillent pas travailler, qu'ils évitent justement les contacts avec d'autres personnes. Bien sûr. Alors ça s'appelle le contact tracing, je crois que c'est vraiment le nom de cette mission. Qu'est-ce que vous leur posez finalement comme question? Que leur recommandez-vous? Alors la question principale, c'est de savoir bien sûr comment ils vont, s'ils ont des symptômes, en particulier de la fièvre, ou des symptômes respiratoires tels que de la toux ou une gêne respiratoire. Et puis, on s'intéresse lors du premier entretien à l'existence chez eux de maladies déjà présentes avant, de maladies chroniques qui pourraient être des facteurs de risque d'une forme plus grave de l'infection par le coronavirus. D'accord. Combien d'appels vous avez passé depuis le début de l'épidémie, Alexandra Maille ? Plusieurs milliers. Moi, vous êtes à plusieurs milliers. Non, pas vous personnellement. Vous êtes à plusieurs milliers désormais. Ça s'est accéléré ces jours-ci, et si oui, dans quelle proportion ? Alors ça s'est accéléré depuis qu'il y a quelques zones avec une circulation intense du virus. Donc ça s'est accéléré en région Rhône-Alpes où il y a beaucoup de cas. Ça s'est accéléré également dans l'Oise. Et puis d'une manière plus récente et dans une proportion moindre en Bretagne. Justement, dans l'Oise, vous recherchez toujours, à l'heure qu'il est, le patient zéro. L'Oise, on va le rappeler, c'est là, bien entendu, qu'il y a eu cette première victime française, cet enseignant à Crépy. Oui, les investigations se passent dans les deux sens, c'est-à-dire d'une manière prospective pour trouver les contacts et limiter autant que possible la diffusion ultérieure du virus, et d'une manière rétrospective à la recherche de la manière dont le virus a pu être introduit dans cette population de l'Oise, de telle sorte qu'on comprenne ce qui s'est passé et qu'on en tire des leçons pour d'autres zones et pour le futur. Donc, toujours pas retrouver le patient zéro, on est bien d'accord. Et pourquoi selon vous, à ce stade ? C'est trop tard ? Comment vous l'expliquez ? Alors d'abord, c'est vrai qu'on est un petit peu tard maintenant. Ça fait plusieurs semaines qu'on a cette circulation dans l'Oise. En plus, c'est relativement difficile s'agissant d'un virus qui se transmet par la projection de gouttelettes ou par le contact avec les mains. C'est relativement difficile pour les gens parmi lesquels auxquels on demande ce qui s'est passé pour eux dans les 14 jours précédents, de se rappeler de tous les faits qui se sont passés, en particulier pour ceux qui ont les agendas les plus chargés. Et ce n'est pas forcément avant d'être malade les détails auxquels ils prêtaient attention. Quand vous êtes donc dans cette investigation, dans ce contact tracing, je vais y arriver, on a parlé des questions. Vous établissez ensuite quoi ? Un espèce de classement
classement du cas du plus ou moins élevé? Alors, ce qu'on établit lors du premier contact avec les personnes contacts, c'est leur niveau de risque. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des personnes qui ont un faible risque ou qui ont un risque très élevé? Et les personnes qui ont un risque très élevé, ça va être par exemple celles qui vivent sous le même toit, les membres de la famille, en particulier lorsqu'il y a une relation parent-enfant, bien sûr. Et puis, nous allons à partir de là chaque jour donc nous attacher à leur état de santé. Et si à un moment donné, quelqu'un développe des symptômes qui peuvent être reliés à une infection par le coronavirus, leur prise en charge est organisée pour qu'elle soit prélevée en vue d'un diagnostic et le cas échéant, prise en charge médicalement pour des soins. Les personnes contactées réagissent toujours positivement, coopèrent, si j'ose dire? Écoutez, à ma connaissance, pour le moment, on n'a pas eu de rejet parce que de toute façon, les personnes que nous contactons, il y a aussi un bénéfice pour elles à nous répondre qui est qu'on fournit de l'information, qu'on leur fournit en particulier des informations sur la conduite à tenir si elles deviennent malades et surtout qu'on leur fournit des éléments de prévention pour les autres membres de leur foyer puisque la source d'inquiétude, ça pourrait être ça pourrait être si je tombe malade, qu'est-ce qui se passe pour les membres de ma famille? Et donc, on est porteur d'informations et de recommandations également pour éviter une possible transmission dans le foyer familial. De plus en plus de régions sont touchées aujourd'hui en France, Alexandra Maille. Je crois que vous relayez, en tout cas vos équipes se relaient 24 heures sur 24 pour mener ces investigations. Vous avez besoin de plus de bras aujourd'hui, plus de moyens? Écoutez, pour le moment, on a mobilisé un certain nombre de moyens dans l'agence au-delà de l'unité qui est en charge de cette maladie. Et pour le moment, entre les personnels de l'agence ici à Saint-Maurice et les personnels de nos cellules en région, qui font un travail considérable en lien avec les agences régionales de santé et qui sont eux aussi mobilisés tous les jours, pour le moment, on arrive à tenir le coup. Une dernière question. Emmanuel Macron, très rapidement si vous le voulez bien, a annoncé aujourd'hui que l'État réquisitionnait tous les stocks et la production de masques de protection pour les distribuer aux soignants, aux personnes atteintes du coronavirus. Cette décision, elle arrive au bon moment, pas trop tardivement? Alors cette décision, elle s'inscrit dans une phase où l'épidémie commence à se répandre un peu, mais on n'a encore pas une circulation totalement incontrôlée sur l'ensemble du pays. Donc elle intervient à un moment où il est nécessaire que les soignants puissent d'une manière prospective se protéger. Merci beaucoup Alexandra Maille de nous avoir expliqué comment vous procédez donc au sein de la direction des maladies infectieuses chez Santé publique France. Merci à vous.